Je suis très heureux de te recevoir sur la chaîne YouTube du site Elucide. Alors, tu es économiste, tu es directeur d'études à l'EHESS et aussi enseignant à l'école de guerre économique. Tu es un spécialiste des questions monétaires, de la mondialisation et du protectionnisme. Alors, je te propose qu'on essaye dans cet entretien de dresser un large bilan de l'état de notre économie après les crises à répétition qu'on a subies, en particulier du conflit avec la Russie, qui s'est aussi beaucoup mené sur le front économique. En 2022, Bruno Le Maire a déclaré vouloir livrer une guerre économique et financière totale à la Russie afin de provoquer l'effondrement de l'économie russe. Je veux dire, tout le monde s'en souvient, parce que ça a quand même assez choqué à l'époque. Et de fait, l'Europe a imposé tout un tas de sanctions à ce pays. Alors, quels ont été les effets sur l'économie russe? Est-ce que ça a marché? Alors, pour l'économie russe, elle a pris le choc des sanctions, parce que ça a été un vrai choc, pendant environ 2 à 3 mois. On le voit d'ailleurs très bien sur les statistiques. Mois de mars, avril, mai, il y a un recul de la production de 5 à 6%. Bon. Et puis, ce recul commence à s'estomper. Ce qui fait que la Russie va terminer l'année 2022 à un peu plus de -1 de PIB. Bon, c'est pas grand-chose en fait. Et elle repart avec une croissance très forte à partir de la fin du deuxième trimestre de 2023, un peu plus tôt pour l'industrie, qui visiblement redémarre dès mars-avril 2023. Et là, elle connaît des taux de croissance très élevés, ce qui fait qu'elle va faire une excellente année 2023. Sur le premier semestre de 2024, les 6 premiers mois de cette année, elle est à plus 4,6%. Alors, il est très probable qu'il va y avoir un ralentissement au deuxième semestre. Et actuellement, on est sur des prévisions qui oscillent entre 3,6 et 4% pour l'ensemble de l'année. Bon, après, c'est des prévisions. Moi, personnellement, je fais tourner un petit modèle au CEMI et il me donne autour de 3,8%. Donc voilà, on sera grosso modo à ce niveau-là, c'est-à-dire une croissance à peu de choses près égale à celle de 2023, et on devrait commencer à voir la croissance baisser, mais baisser en restant de manière élevée, autour de 2,4-2,5% pour 2025. Oui, pour illustrer ce que tu dis, on a préparé ici donc l'évolution du PIB de la Russie depuis 1970 avec l'immense chute des années 90 après la fin du communisme. Et on voit que les effets de 2022 sont juste la petite vaguelette qui n'a pas duré très longtemps, comme tu le disais. Et sur ce deuxième graphique, on voit ici l'évolution des PIB en parité de pouvoir d'achat pour corriger, pour bien comparer l'international. Et on voit que l'économie russe a dépassé l'économie française en 2005 et a dépassé un peu avant 2020 l'économie allemande et que l'écart ne s'est pas agrandi. Donc finalement, l'objectif de Le Maire d'écroulement, ça n'a pas marché. Oui, ça n'a pas marché et c'était évident dès le moment où il a prononcé sa phrase. Penser que l'on va pouvoir, par des mesures de type restriction monétaire et, je dirais, de type blocage monétaire sur le commerce international, paralyser l'économie russe, c'est une absurdité totale. Parce que d'abord, la Russie a des biens qui sont exportables dans de très nombreux pays. Quand tu exportes de l'énergie, des métaux, ce sont des biens qui sont demandés par l'ensemble des pays qui se développent. Alors, c'est vrai qu'elle avait des exportations de l'ordre de 60% de ses exportations, voire un peu plus pour certains produits, qui étaient concentrés sur l'Union européenne. Donc, il y a eu simplement un problème de changement de ces de la direction de ses exportations. Elle exporte maintenant massivement vers l'Asie, mais elle exporte toujours vers l'Union européenne. Par exemple, on achète toujours du gaz à la Russie. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, etc.,
même avec la destruction de Nord Stream 2, bon, on achète du gaz. Alors, bien sûr, c'est du gaz liquéfié, désormais, ce qui permet à une compagnie privée russe de se faire de gros revenus. Je n'utiliserai pas une expression plus grossière, mais ça correspond tout à fait à ça. Et même Gazprom, aujourd'hui, est en train de basculer vers le gaz liquéfié. Bon, donc, on continue d'acheter. Alors, on achète ça plus cher qu'avant, pour plusieurs raisons d'ailleurs. Mais comme, même avec ce surcoût, ce gaz reste compétitif par rapport au GNL en provenance des États-Unis, etc., donc on continue d'en acheter. Et comment ça se fait que toutes les sanctions autour de SWIFT, les sanctions bancaires, les sanctions financières, le gel des avoirs russes qu'on avait, qui devaient justement faire écrouler l'économie, ça n'a pas eu cet effet du point de vue financier? Il faut regarder la balance des paiements et surtout il faut regarder le montant des réserves accumulées par la Banque centrale pour comprendre que la Russie de 2022, même avant, ce n'était pas la Russie extrêmement fragile financièrement de 1997-1998. Or, quand on dit on va faire s'effondrer l'économie russe, c'est ça globalement qu'on a en tête. Mais le fonctionnement de l'économie russe est aujourd'hui très différent de ce qu'il était en 1997-1998. Donc déjà, ça ne pouvait pas fonctionner. Après, tout simplement, les Russes avaient prévu le coup. Il faut savoir que la Russie, elle est sous sanction de l'Union européenne depuis fin 2014. Et déjà à l'époque, l'Union européenne avait menacé d'interrompre les relations par SWIFT. Donc la Russie avait mis en place un système alternatif. Et chaque fois que l'on prend une nouvelle sanction financière, on en a encore repris au mois de juin, eh bien, ils trouvent immédiatement la parade. En particulier au mois de juin, là, ce qui était visé, c'était la chambre de compensation de la banque, de la bourse de Moscou. Bon, ils ont immédiatement basculé vers des systèmes qui fonctionnent avec la Chine. Et la réaction des Russes, c'était de dire pourquoi vous prenez ces mesures seulement maintenant? Nous, on s'attendait que vous les preniez en mars-avril 2022. Vous avez attendu 2 ans. On est complètement prêt, hein, donc ça ne peut pas marcher. Donc, c'est vraiment le résultat de ces deux choses. Alors, il y a une anecdote assez amusante qui a révélé le canard enchaîné, c'est que quand le maire a dit qu'il allait faire écrouler l'économie russe, en fait, il ne mentait pas puisque ses propres conseillers à Bercy pensaient que ça allait faire écrouler l'économie. Et le plus drôle dans l'histoire, c'est que du coup, les conseillers ont dit surtout ne le faites pas parce que quand même, on va pas, faut pas qu'on ait une Russie puissance nucléaire comme ça qui soit complètement écroulée. Bon, donc il a quand même essayé de le faire, mais c'est amusant de voir que les conseillers, bon, évidemment, on ne peut pas trop leur en vouloir, ils ne maîtrisaient pas bien a priori l'économie russe. Par contre, plus gênant, ils n'avaient pas l'air de bien maîtriser l'économie française, parce qu'en retour, ces sanctions ont eu des impacts aussi en Europe et en France. Est-ce que tu peux nous expliquer de quelle nature il y a eu un espèce de retour de flamme? Il y a je dirais, une voie de communication évidente entre les sanctions prises contre la Russie et l'activité économique en Europe, c'est l'énergie. L'économie, c'est 80% d'énergie, en réalité. De l'énergie et du travail humain. Bon. Mais le travail humain, lui-même, très souvent, il se fait à travers des machines. Ces machines, elles ont besoin d'énergie, d'électricité. C'est ce que dit souvent Jean Covici, d'ailleurs, qu'on a reçu il n'y a pas longtemps. On vous met le lien d'une interview très intéressante, puisqu'il dit que quand on calcule le PIB, l'énergie, c'est quelques pourcents, 3, 4%, j'en sais rien quel est le chiffre, mais c'est de cet ordre-là. Mais par contre, on enlève l'énergie, il n'y a plus d'économie. Ce n'est pas 97% de l'économie qui reste. Absolument. Bon, donc, la simple hausse des prix de l'énergie, déjà, faisait un coût brutal sur l'économie européenne. Alors, ce coût était différencié suivant les économies. L'Allemagne, qui était très dépendante de l'énergie russe, a beaucoup souffert et continue de souffrir actuellement. L'industrie allemande est en voie de décroissance régulière depuis 2022, mais évidemment, d'abord directement, parce qu'on a aussi une petite industrie
qui souffrent beaucoup. Il y a eu le problème de la hausse des prix induite par les coûts d'énergie. Et puis, quand l'industrie d'un grand pays comme l'Allemagne souffre, quand l'économie d'un grand pays comme l'Allemagne souffre, évidemment, l'économie des pays limitrophes souffre aussi. Donc, c'est ce qu'on appelle un effet de deuxième tour. C'est comment la crise engendrée dans certains pays de l'Union européenne va contaminer l'ensemble des pays de l'Union européenne. Donc, avec ces deux effets, il était très clair que l'économie française allait souffrir et elle a d'ailleurs souffert, peut-être un petit peu moins que prévu, mais elle a quand même souffert de manière extrêmement importante. On va développer tous ces points au cours de cet entretien. Mais je voulais te demander, puisque tu as fait beaucoup d'analyses aussi sur l'histoire économique, est-ce que d'une manière générale, les sanctions économiques, comme ce qu'on a essayé de faire, est-ce que ça a déjà permis d'endiguer une guerre ou d'arriver vraiment à influer la politique d'autres pays? Non. Alors, on a des politiques de sanctions depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Il y avait des formes primitives de sanctions qui étaient prises avant, mais c'est à partir de la Première Guerre mondiale que, dans les pays occidentaux, s'est développée cette idée. Les sanctions économiques sont une alternative à l'action militaire. Elles peuvent accompagner l'action militaire, mais elles peuvent être aussi peut-être la remplacer. Et c'est par exemple avec la création de la SDN, via le traité de Versailles, que les sanctions économiques... La Société des Nations, c'est l'ancêtre de l'ONU. Bon, que les sanctions économiques sont devenues centrales dans la pensée des relations internationales occidentales. Bon. Sauf que, alors, la Société des Nations a pris des sanctions à plusieurs reprises. Ça a toujours été très peu efficace. Alors si on dit, oui, ça a évité une guerre entre la Suède et la Lettonie. Bon, il y avait un problème de délimitation dans la Baltique. La Suède n'est pas un pays qui, au XXe siècle, était très, très actif de ce point de vue-là. La Lettonie n'avait pas énormément de moyens, donc ça a été assez simple. La simple menace de sanctions économiques. Mais par exemple, quand on est face à l'invasion de l'Abyssinie, de l'Éthiopie actuelle, par l'Italie, 1935, ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout. Bon. Après, l'ONU, quand l'ONU a été constituée, a repris une partie de la charte de la SDN. Il faut savoir qu'une partie des textes de l'ONU sont en fait des textes de la Société des Nations, et a repris cette idée de sanctions. Deux choses sont à dire là-dessus. Premièrement, les sanctions doivent être décidées par le Conseil de sécurité, autrement elles sont illégales. Et ces sanctions, qui ont été appliquées dans toute une série de cas, n'ont fonctionné, mais à long terme, que dans un cas, c'est le cas de la Rhodésie. Effectivement, on a eu un consensus au Conseil de sécurité. On était pourtant dans le cadre de la guerre froide, mais il y a eu un consensus dans le Conseil de sécurité pour pénaliser la Rhodésie. Et au bout de 15 ans, ça a commencé à porter ses fruits. Mais c'est le seul cas. C'est le seul cas. Après, il y a le cas des sanctions dites illégales. Par exemple, les sanctions unilatérales qui sont prises par un pays. Les États-Unis, essentiellement, mais pas que. La Chine a aussi pratiqué, alors à très faible niveau, mais a aussi pratiqué ces sanctions de manière unilatérale. Et si on regarde le résultat de ces sanctions, dans les 2 tiers des cas, en dépit de la puissance des États-Unis, ça ne fonctionne pas. Et ça ne fonctionne, donc le tiers qui fonctionne, ça fonctionne soit parce que le pays qui est visé n'est pas fermement décidé à affronter les États-Unis, et ça fonctionne parce que c'est un pays qui est économiquement très dépendant. Mais même dans ce cas, on a l'exemple de Cuba, qui est soumis à des sanctions.
Je rappelle des sanctions qui sont parfaitement illégales du point de vue des Nations Unies, soumis aux sanctions depuis 61-62, et il est toujours là. Hein. Si vous aimez cette chaîne et notre travail, pensez à vous abonner et suivez-nous sur elucide.media. En plus de garantir notre indépendance, en vous abonnant à notre site, vous aurez accès à tous nos contenus, analyses graphiques, synthèse d'ouvrages, podcasts, entretiens exclusifs et articles quotidiens. On compte sur vous. Mais c'est assez fou de voir qu'on prend des mesures comme ça, sachant qu'il y a toutes les chances que ça ne marche pas, parce que quand ça marchait, c'était des petits pays, quoi. C'est rarement contre des grands pays. Pour aussi pas de souveraineté, d'ailleurs. Donc ça, c'est bizarre, finalement, de faire ça, puis de se prendre en retour de flamme, d'avoir peut-être même plus de problèmes que le pays qu'on a voulu sanctionner, dont on n'a pas fait varier d'un iota la politique. Qu'est-ce que tu penses de la thèse d'Emmanuel Todd, qu'il a développée ici dans un entretien en particulier, selon laquelle les élites européennes ont sombré dans une sorte de nihilisme qui conduit à une espèce d'autodestruction du pays au bénéfice, entre autres, souvent des États-Unis? Alors, moi, je pense que c'est un problème assez différent. Il faut se mettre dans la tête, autant qu'on peut le faire, des décideurs français, allemands, bon, etc. Il y a une politique d'un pays qui devient pour eux choquante. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va utiliser la coercition militaire? Si on en parle aux Allemands jusqu'à maintenant, c'était un Nein catégorique. Moi, j'ai été, en tant qu'expert et conseiller, à la fois pour le ministère de la Défense et pour le ministère des Affaires étrangères, au tout début des années 90. J'ai été impliqué dans des négociations avec les responsables allemands par rapport à l'effondrement de la Yougoslavie. Bien. Tu te rappelles le problème de Sarajevo, les milices serbes qui bombardent. OK. Et le gouvernement français propose de détruire les batteries serbes par des raids aériens. Pas le gouvernement américain, c'est le gouvernement français qui le propose. Bon. Réponse des Allemands, est-ce que vous pouvez nous garantir 0 mort civile? Tu ne peux jamais garantir 0 mort civile. On a dû leur dire, ben non. On peut dire qu'on va minimiser les pertes civiles, mais dire qu'on aura 0 perte civile, on ne peut pas. Et la réponse des Allemands était, dans ce cas-là, on ne fait pas. Donc, tu as ce type de problème. Et donc, qu'est-ce qui reste? Les sanctions économiques. Alors, on explique à nos partenaires, les sanctions économiques, globalement, ça ne marche pas. Et ils répondent, c'est pas le problème, mais on montrera à nos opinions publiques qu'on a fait quelque chose. Et donc, je pense que cette dimension est devenue extrêmement importante. Fin février, début mars 2022, les pays de l'Union européenne ont dit il faut faire quelque chose pour aider l'Ukraine. Que c'était justifié ou pas, ça c'est un autre problème. Mais ils l'ont dit et ils l'ont expliqué à leurs opinions publiques. Bien. Qu'est-ce qu'on fait? On entre en guerre? Ah non, vous y pensez pas, on ne va pas entrer en guerre contre une puissance nucléaire. Bon. Qu'est-ce qu'on fait en dehors de la guerre? On peut donner des armes. Bien. Sauf qu'en Europe, on n'en avait pas beaucoup. On était déjà quasiment à l'os par rapport à nos stocks. Bien. Donc, on a dit, on va prendre des mesures économiques. Moins en raison de l'effet qu'on leur supposait. Alors, peut-être qu'à Bercy, il y a des gens qui se sont imaginés que ça aurait beaucoup d'effets. Ça prouve simplement que ces conseillers de Bruno Le Maire ne connaissaient pas la Russie. Bien. Mais globalement, des gens qui connaissaient beaucoup mieux la Russie, comme les conseillers du gouvernement allemand, ils ont dit, ça n'aura pas énormément d'effet, mais au moins on pourra dire à nos opinions publiques, on a fait quelque chose. Puisqu'on parle de l'impact économique des crises, est-ce que tu penses que le blocage des institutions en France, suite à la dissolution de Macron, ça peut engendrer des problèmes économiques? Ça en a déjà engendré. Il est très clair aujourd'hui qu'il n'y a plus d'investissement, ou il y a un investissement minimal depuis approximativement la mi-juin.
Donc, on est sur 8 semaines où l'économie est non pas à l'arrêt, mais elle ne regarde que son renouvellement propre, elle ne regarde pas son expansion. Et pour des raisons très simples d'ailleurs. Tu es un chef d'entreprise. Aujourd'hui, tu as des investissements à faire, tu ne sais pas dans quel contexte tu seras l'année prochaine et l'année d'après. Et donc, tu dis, ben, dans ce cas-là, il est urgent d'attendre. Parce que ce que l'on, je dirais, ce qu'on oublie en règle générale quand on parle de l'investissement, c'est qu'un investissement que tu fais à l'instant T, il ne se réalise qu'à T+2 ou T+3, et donc il faut que tu attendes T+5 ou T+6 pour rentrer dans ta somme de départ. Bon. Si tu n'as pas d'horizon relativement défini sur T+2 ou T+3, ben, il est tout à fait rationnel de ne pas investir et d'aller placer ton argent ailleurs, de spéculer, etc. Donc, le problème central, c'est le problème de l'incertitude. Et évidemment, on est dans une situation de crise politique aujourd'hui qui ne fait qu'exacerber l'incertitude, qui par ailleurs existe toujours dans une économie, mais qui là prend des dimensions tout à fait spécifiques. Donc, effectivement, l'économie est bloquée au niveau de sa simple reproduction depuis à peu près 2 mois. Alors, comme convenu, je te propose qu'on développe un peu plus les conséquences de toutes ces difficultés. Un des premiers effets qui a marqué 2022-2023, ça a été l'explosion de l'inflation qui a atteint plus de 7% en France, sachant qu'on a été beaucoup moins touché que beaucoup de pays européens. Est-ce que cette inflation était due uniquement aux conséquences du conflit ou est-ce qu'il y avait aussi des germes qui préexistaient ? Alors, si on regarde bien cette courbe, on voit plusieurs choses. Premièrement, qu'il y avait déjà un démarrage de type inflationniste lié en partie aux matières premières, mais pas seulement, en 2018. Et on voit que l'inflation en 2018, elle est sensiblement supérieure à ce que l'on avait en 2014, 2015, 2016. Bon, ça se calme un peu en 2019, évidemment avec la crise de la Covid et l'arrêt de l'activité, bah, il y a en moyenne assez peu d'inflation, et ça redémarre quand les économies repartent à partir du premier semestre, fin du premier semestre 2021. Et en fait, fin 2021, on est déjà sur une inflation importante. 3% à peu près. Voilà. Donc, il y avait déjà une logique d'inflation qui était liée à plusieurs choses. Tout d'abord, la destruction des chaînes de communication économique liées à la crise de la Covid. Bon, ça, c'est quelque chose dont on parle assez peu aujourd'hui, mais qui a été très important. Deuxièmement, le fait que là où ça a le plus d'importance, c'est dans les matières premières, parce que, à la limite, une usine, tu mets tes ouvriers en chômage technique, tu fermes l'usine, l'activité repart, tu rouvres, et tes ouvriers en chômage technique, tu les reprends. Si tu fais ça dans le secteur de l'énergie, ça ne fonctionne pas. Parce que dans le secteur de l'énergie, ça prend du temps pour, par exemple, fermer un puits. Un puits, ça ne se ferme pas comme un robinet. Même chose pour un gisement de gaz. Il faut arrêter toute une série de machines, ça prend du temps, tu ne peux pas les arrêter immédiatement. Et puis, en particulier aux États-Unis, tu as des gens qui sont sur des contrats à 3 mois ou à 6 mois, renouvelables. Bah donc, ils n'ont plus de boulot, ok, ils vont travailler ailleurs. Donc, quand la demande pour l'énergie repart, tu vas avoir un délai incompressible de redémarrage du secteur énergétique, mais qui est aussi extensible au problème des mines, qui fait que l'offre va être en retard par rapport à la demande d'environ 6 mois, parfois plus. Et donc ça, c'est un problème qu'on a traîné jusqu'à maintenant. Je te donne un exemple. Dans le secteur
du pétrole et du gaz de schiste aux États-Unis. On n'a toujours pas retrouvé le niveau de production de 2019. Et on ne le retrouvera qu'au début de 2025. Parce qu'il y a toujours ce problème de la mise quasiment à l'arrêt des productions. Alors, là aussi, ça ne se fait pas instantanément. Et ça a provoqué d'ailleurs un phénomène de surproduction dans le cours de 2020. Et puis, quand ça redémarre avec du retard. Et donc, on ne retrouvera le niveau général de production probablement qu'en 2025. Donc, il y avait une tendance inflationniste qui n'était pas liée à la question monétaire, qui était purement un problème d'offre et de demande, qu'on a traîné jusqu'au début de 2022 et même durant l'année 2022. Là-dessus est venu s'ajouter les effets des sanctions prises contre la Russie. Mais donc, le pic d'inflation qu'on connaît fin 2022, début 2023, c'est un pic mixte. C'est à la fois, je dirais, l'image de l'inflation post-Covid-19 qui n'est toujours pas réglée, plus un effet immédiat lié aux sanctions russes. Et quand on dit l'inflation, c'est uniquement les sanctions, on se trompe complètement. En fait, même il n'y aurait pas eu la guerre en Ukraine, on aurait connu un pic d'inflation très probablement jusqu'en, je dirais, mi-2022, voire troisième trimestre 2022. Donc ça explique le grand pic. Mais il y a quelque chose qu'on ne voit pas sur ton graphique et qui est important, c'est le fait que l'inflation en niveau reste élevée. Et que même si aujourd'hui, on est retombé à une inflation de l'ordre de 2,5%, ben oui, mais il y a un effet d'inertie par rapport à la hausse des prix qui est considérable. Donc il faut toujours faire attention. Quand on raisonne en taux d'inflation, ça te donne une certaine information, c'est-à-dire à quelle vitesse les prix augmentent, mais sauf à être à un taux d'inflation à 0%, même à 2%, les prix continuent d'augmenter. Et comme ils ont augmenté très fortement dans la période précédente, ça veut simplement dire que la courbe générale a tendance à revenir vers l'horizontale, mais elle reste quand même ascendante. Ce que tu veux dire, c'est que les prix n'ont pas baissé, quoi. Voilà. Et ça, c'est un point extrêmement important. Alors, par ailleurs, on a des phénomènes qui sont des phénomènes classiques dans l'économie depuis une vingtaine d'années. C'est le fait que chaque fois qu'il y a une crise, il y a aujourd'hui une méfiance de plus en plus grande par rapport aux actifs patrimoniaux. Alors, pas pour les ménages, je parle pour les entreprises. Et qu'elles cherchent de nouveaux types d'actifs, par exemple les matières premières, pour préserver leur liquidité. Et donc, aujourd'hui, ça se voit, à nouveau, il y a toute une série de domaines, alors ce sont des métaux, ce sont des matières premières comme le blé, etc., où, par exemple, des compagnies industrielles ou des banques prennent des positions sur ces marchés, sont acheteurs de quantités à 3 mois, à 6 mois, à 1 an, n'ont pas elles-mêmes l'usage de ces matières premières. Qu'est-ce qu'une banque va faire avec du zinc? Qu'est-ce qu'une banque va faire avec du blé? Bon. Mais, comme elles anticipent une hausse générale des cours, elles ont acheté à un certain prix et elles espèrent qu'elles pourront vendre à un prix largement supérieur. Bon. Même si elles ne vendent pas à un prix supérieur, elles auront protégé la valeur de leurs encaisses liquides. Et ça, c'est un autre problème qui, évidemment, vient provoquer de l'inflation
et vient, d'une manière plus générale, désorganiser les marchés de matières premières. Mais beaucoup de Français ont subi très durement cette crise, alors, certes inflationniste, mais aussi inflationniste sur l'énergie, en particulier tous ceux qui se chauffaient au fioul, au gaz, même à l'électricité. Comment ça se fait qu'on a eu ces problèmes au niveau de l'énergie? Puisque la plupart de notre énergie, on le sait, ça vient de centrales nucléaires, qui en théorie peuvent donner une énergie à bas coût. Comment est-ce qu'on est arrivé à un tel niveau de déconnexion des prix? Il y a plusieurs raisons. Bon, d'abord, les centrales nucléaires ne produisent que de l'électricité. Or, on utilise de l'énergie pour autre chose que de l'électricité. Pour la circulation automobile, alors oui, il y a les voitures individuelles, mais il y a aussi les camions. Et aujourd'hui, une grande partie du fret en France est transportée par des camions. Donc voilà, ça c'est et ça c'est une énergie, je dirais, incontournable. C'est pas demain la veille qu'on aura des camions entièrement électriques. Bon. Deuxièmement, sur les centrales, il y a eu un problème massif d'entretien fin 2022, début 2023. Pourquoi? Parce que le gouvernement avait, je dirais, réduit énormément les dépenses d'entretien des centrales la période précédente à cause de la crise Covid. Bon, donc on a eu ce problème. On s'est trouvé à un moment donné avec une bonne partie de nos centrales qui étaient en maintenance normale par ailleurs, mais qui étaient en maintenance. Et puis troisièmement, il y a le marché européen de l'énergie. Et ce marché européen de l'énergie doit résoudre le problème suivant. Comment créer un prix unique quand on a des sources d'énergie extraordinairement différentes? Pourquoi créer un prix unique? Pour la concurrence. On ne peut avoir un effet de concurrence, et c'est ça l'idée du marché unique, c'est d'avoir un effet de concurrence entre les différents producteurs, que si on a un prix unique. Bon. Mais comment on fait un prix unique? Par exemple, comment arrive-t-on à unifier le prix d'une centrale nucléaire, le prix de l'énergie produite par une centrale nucléaire, plus précisément, d'une centrale à gaz, d'une centrale au pétrole, d'une centrale au charbon, d'une centrale à la lignite même. Donc on a décidé de prendre comme indicateur le prix de la dernière unité d'énergie produite à partir d'une centrale au gaz naturel. Ce qui fait que ce prix de l'énergie est extraordinairement élevé par rapport aux conditions de production en France, mais qu'il est un peu sous-évalué par rapport aux conditions allemandes. Et donc, il y a un véritable problème. En réalité, on ne peut pas faire de prix unique de l'énergie. Enfin, c'est vraiment kafkaïen, quoi, quand on voit toutes ces réglementations, toutes ces choses compliquées. Ici, je vous propose de remettre le graphe qu'on avait fait sur ce qu'on a fait d'EDF en la coupant en plein de petits bouts, en essayant de mettre en concurrence, en essayant de créer maintenant des fournisseurs alternatifs qui pour beaucoup, ne produisaient même pas d'électricité. Enfin, c'est quand même assez dingue. Alors qu'avant, on avait un système extrêmement simple. Maintenant, on a un système extrêmement compliqué, extrêmement coûteux. Et on voit bien aussi que les Allemands ont poussé en disant attendez, les Français, vous avez maintenant des centrales nucléaires, que vous êtes un avantage compétitif par rapport à nous. Et ils ne veulent pas accepter aussi qu'on ait cet avantage-là, alors qu'eux, ils en ont d'autres, leur tissu industriel, les PME, les systèmes bancaires. Enfin, c'est quand même assez fou, quoi. Oui, tout à fait. Et il faut dire aussi une chose, c'est que la durée de vie des différents types de centrales n'est pas le même. La durée de vie d'une centrale nucléaire, elle est actuellement calculée autour de 40 ans. Elle pourrait être portée autour de 50 ans. Une centrale thermique, il faut renouveler le matériel environ tous les 15 ans, tous les 15 ou 20 ans. Donc, on n'est pas sur les mêmes types de cycles de vie. Or, comment faire une politique de l'énergie unique au niveau de l'Union européenne, qui pourrait être en théorie une bonne idée, si on est confronté à des systèmes de production qui n'ont pas du tout la même durée de vie ou le même horizon économique? C'est strictement impossible.
Oui, mais ça, c'est comme des... Parfois, on a l'impression qu'on se crée des problèmes, mais en plus, c'est le problème qui a des conséquences majeures. Cette inflation, ça a frappé vraiment au portefeuille de très nombreux Français. Ici, sur ces graphiques, sur la partie alimentaire, qui est quand même évidemment la base en société, ben, on voit ici qu'on a eu une chute historique de la consommation en volume, hein, donc la quantité de tout à fait. nourriture du pays qu'on a consommée a baissé jusqu'à 13%. Elle a encore rebaissé dans les derniers chiffres de consommation qui viennent de sortir. Et au final, on voit sur ce deuxième graphique que eh bien, un Français sur 4 ne mange pas à sa faim, en fait. Il y en a 15% qui, très souvent, ne font même plus 3 repas par jour. Et ça arrive à 20% plus parfois de ne pas faire ça. Est-ce que cette crise a aussi rendu les Français de plus en plus pauvres, ou en tout cas les plus fragiles? Oui, c'est indiscutable. Si on reprend les statistiques en volume de la consommation, je dis bien en volume, hein, pas en valeur, par l'INSEE, on voit que la consommation en biens stagne en dessous de son niveau de 2019. C'est-à-dire qu'on n'a pas retrouvé le niveau d'avant la crise Covid. Et effectivement, il y a une baisse d'environ 10% de la consommation des biens alimentaires, donc hors biens industriels, en volume. Oui, c'est un problème qui est important, d'autant plus que à l'intérieur de ces 90%, hein, puisqu'on a perdu 10% par rapport au niveau de 2019, là je donne les statistiques du début de 2024, en fait, quand on commence à regarder, on voit qu'il y a eu des changements importants dans la structure de la consommation alimentaire. Grosso modo, la part des nourritures à bon marché a augmenté par rapport aux nourritures de haute qualité. Ça a été par exemple un problème pour toute la filière bio. La filière bio connaît aujourd'hui des problèmes extrêmement graves parce que ses prix sont devenus relativement trop élevés pour qu'ils puissent toucher autre chose que les 5% de consommateurs les plus privilégiés. Donc là, oui, il y a un vrai problème. Et c'est un problème qui aujourd'hui est évidemment très mal réparti dans la société. Parce que quand on dit une perte de 10% de la consommation alimentaire, bah, il y a des catégories sociales dont la consommation alimentaire est restée au même niveau, en volume, voire a augmenté. Puis il y a des catégories sociales dont la consommation alimentaire en volume a baissé de bien plus que de 10%. Donc oui, il y a un vrai problème pour la partie la plus pauvre de la population française. Ce problème est masqué par les raisonnements en moyenne, mais il est tout à fait considérable. Et ça explique aussi l'existence de poches de plus en plus importantes de pauvreté incompressible. Alors, comme on l'a dit, cette crise inflationniste a eu des répercussions évidemment très fortes sur les matières premières et donc après sur l'industrie. Ici, on a présenté un graphique avec la production industrielle en France, donc c'est le volume de production de notre industrie. On voit que déjà que ça se passe mal depuis pas mal d'années. On en est où au niveau de notre industrie après toutes ces décennies de politique néolibérale? Alors tout d'abord, nous n'avons jamais récupéré de la crise financière de 2008-2010, ce qu'on appelle la crise des subprimes. C'est très clair, et c'est de là que date la grande cassure dans l'évolution de la production industrielle. Bon, ça, c'est un premier point. Après, on voit que la crise de la Covid a provoqué une nouvelle cassure. Bon, là, c'était complètement exogène à l'économie, et qu'on n'a pas récupéré le niveau d'avant la crise de la Covid.
c'est-à-dire le niveau du deuxième semestre de 2019. Aujourd'hui, la production industrielle est à peu près étale, voire est à nouveau en baisse. Pourquoi? Parce qu'il y a une baisse de la productivité depuis la crise de la Covid, alors que dans les autres pays industrialisés, on a eu aussi une baisse de la productivité liée à la crise de la Covid, mais après la crise de la Covid, la productivité s'est remise à augmenter. Pas en France, et ça, c'est un problème spécifique de l'économie française. Oui, mais est-ce que c'est important pour un pays d'avoir une industrie forte ou pas? Parce que parfois on entend que c'est du passé, qu'aujourd'hui c'est les services qui comptent, c'est plus l'industrie. Et donc, ouais, si c'est important, pourquoi? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour en avoir plus? Alors d'abord, c'est important pour le niveau de vie de la population. Les emplois industriels sont globalement mieux payés de 30 à 40% que des emplois de service. Bon, ça, c'est alors, à niveau égal, hein. Bien sûr que quelqu'un qui est à la direction d'une entreprise de service, il gagne beaucoup plus qu'un ouvrier dans l'industrie. Mais l'employé de cette entreprise de service, par exemple dans les services logistiques, et d'une entreprise industrielle, là, il y a un écart de 20 à 30% de rémunération. Donc, globalement, l'industrie paye mieux. Bon. Donc ça, je dis globalement. Là encore, si on prend les banques, on atteint des salaires qui sont... Oui, c'est une moyenne, quoi, bien sûr. Absolument. Mais, je dirais, ce n'est pas le cas général. Donc ça, c'est un premier point. Deuxièmement, parce que pour la souveraineté d'un pays, une industrie puissante reste absolument essentielle. Et de ce point de vue-là, des pays comme l'Allemagne, comme la Russie, maintiennent une industrie qui est puissante dans l'économie en général. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu un développement des services. Ce développement des services s'explique par beaucoup de raisons, dont le vieillissement de la population. D'ailleurs, plus une population vieillit, plus elle a besoin de services, d'une certaine manière, parce qu'il faut s'occuper des gens. Bon. Donc, la montée générale des services dans toutes les économies, même en Chine, est un fait, sauf que aujourd'hui, les services représentent à peu près 55% de l'économie chinoise. Tout le reste, c'est du secteur productif réel, c'est-à-dire de l'industrie de la construction, de l'agriculture. Et en France, on est autour de 78%. Donc là, on voit bien qu'il y a un très gros problème. L'Allemagne et la Russie, qui sont à peu près au même niveau de ce point de vue-là, c'est autour de 66%. Donc oui, il y a un problème spécifique de désindustrialisation qui explique à la fois l'importance des bas salaires, mais aussi des conditions de productivité relativement faibles dans les services qui font qu'on peut difficilement augmenter les salaires, et qui pose un problème réel en termes de souveraineté économique d'un pays. On l'a vu lors de la crise Covid. On n'avait plus d'entreprises qui étaient capables de fabriquer des respirateurs en France. Ce n'est pas une technologie qui est bouleversante d'innovation, hein, un respirateur pour un pays comme la France. Et par ailleurs, si on est capable d'avoir des industries aéronautiques dans un pays, c'est à peu près le dernier fleuron qui nous reste avec le nucléaire. On sait faire des respirateurs. On n'en avait plus. On voit le problème. Et de ce point de vue-là, le fait de maintenir un secteur industriel égal, grosso modo, à 20 à 25% du PIB, ça devrait être un objectif de tout gouvernement. Et que réponds-tu à ceux qui disent que le protectionnisme, ce serait une idéologie d'extrême droite? C'est idiot. Ma première réaction, c'est idiot. Tous les pays sont passés par des phases plus ou moins protectionnistes et continuent en réalité, aujourd'hui, d'avoir des politiques de défense de la souveraineté utilisant des méthodes du protectionnisme.
Alors après, il y a la question, je dirais, de la taille du pays. Si on prend le cas de la petite économie ouverte, bon, allez, grosso modo, un pays de 10 à 12 millions d'habitants, le niveau de protectionnisme que l'on peut réaliser dans une économie de ce type est effectivement assez réduit. Si on prend un pays de taille moyenne, Corée du Sud, 46 millions d'habitants, la France, 69 millions d'habitants, bon, déjà on est à un autre niveau. On peut parfaitement avoir des politiques protectionnistes. Donc, là encore, c'est une question, je dirais, de taille du pays, de taille du marché, d'opportunité, de priorité économique. Parce que si on fait du protectionnisme, c'est soit pour protéger des industries vieillissantes, pour se donner le temps de les restructurer et d'organiser leur déclin, ce qu'avaient fait les Japonais, par exemple, en ce qui concerne leur sidérurgie. Bon, à un moment donné, ils se sont rendus compte que par rapport aux industries électroniques, c'était devenu une industrie vieillissante, mais ils ont maintenu des mesures, cette fois-ci, pour protéger l'industrie le temps qu'on finisse de la restructurer et d'organiser sa décroissance, ou alors, il s'agit de développer une nouvelle branche industrielle ou de nouvelles activités. Et là, il faut nettement du protectionnisme. Alors, ça a été théorisé en économie, c'est le cas des industries naissantes, et il y a toute une série de secteurs où, effectivement, il faut du protectionnisme. Comment est-ce que tu qualifierais la politique économique d'Emmanuel Macron au cours de ses 2 mandats? Incohérente, inconsistante, et d'une certaine manière, incapable de résoudre des problèmes qui sont posés. Elle est incohérente parce qu'il n'a pas de vision de l'insertion économique de la France dans le monde. Il faudrait qu'il ait une vision globale, il n'en a pas. Elle est inconséquente parce que même là où il se fixe des priorités, il est incapable d'organiser les choses en fonction de ces priorités. Donc on a une politique du discours et puis on a une réalité. Ça, c'est la définition même de l'inconséquence. Et enfin, incapable de résoudre les problèmes, on le voit, il n'y a pas de réindustrialisation en France. C'est du flan, c'est du bluff. Quand on regarde l'activité de l'industrie, elle continue à stagner, voire à diminuer. Donc, je dirais, c'est ce triptyque, incohérence, inconséquence et impuissance. Mais est-ce que tu penses que les dirigeants appliquent ce genre de politique économique autodestructrice par bêtise ou à dessein? Alors, je pense qu'il y a à la fois de l'idéologie, il y a à la fois de l'incompétence, et il y a, je dirais, une forme de je m'en foutisme. Alors, il y a de l'idéologie. Emmanuel Macron croit profondément que la France n'a plus d'avenir en tant que telle, elle n'a un avenir qu'au travers de l'Europe. Donc, il faut tout sacrifier au problème de l'intégration européenne. Bon, c'est un choix. On peut le contester, on peut le lui reprocher, mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir d'idée là-dessus. Donc, ça, c'est un premier problème. Il y a une incompétence. Et là, malheureusement, j'ai été trop souvent confronté à l'incompétence assez crasse, il faut bien le dire, de gens au niveau des ministères, y compris d'ailleurs à Bercy. À Bercy, il y a toujours des départements, des segments de Bercy, où il y a des gens qui sont extrêmement compétents, et puis il y en a d'autres, en particulier autour du ministre, où, je dirais, l'incompétence, quand même, te fait frémir. Hein. Mais regarde simplement le problème. Aujourd'hui, il n'y a plus une loi qui ne se fasse censurer, peu ou prou, par le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État. Ce qui veut dire que les gens des cabinets dont c'est le métier, normalement, ne sont pas foutus d'écrire correctement une loi. C'est un problème. C'est à l'évidence un problème. Donc, il y a ça. Et puis, il y a un je m'en foutisme, c'est l'idée de dire, même si je fais une politique, en fait, mes résultats sont moins importants
que l'image que je vais pouvoir donner de ma politique. Et ça, j'ai cette espèce de politique du discours, quelque chose d'effroyablement pervers. Ça imprègne énormément de dirigeants, alors Macron, mais pas seulement, hein, ça va beaucoup plus loin que lui, et c'est un problème à l'évidence majeur. Une des conséquences de ce qu'on disait en particulier sur l'industrie, eh bien, c'est ici, c'est le solde de notre commerce extérieur, c'est la balance commerciale de biens qui bat record sur record. Alors évidemment, en 2022, c'était 200 milliards, mais enfin, c'est toujours 130 milliards en 2023. On a corrigé de l'inflation hein, pour pouvoir comparer. Qu'est-ce que ça dit de l'état du pays, ça? Alors, ça dit un problème majeur de compétitivité. Problème de compétitivité que le Fonds monétaire international, d'ailleurs, mesure tous les ans à travers les comparaisons de taux de change réels estimés entre les différents pays. Et il montre qu'il y a une différence de taux de change réel d'environ 20% entre la France et l'Allemagne. Autrement dit, que au départ, un industriel français part avec une charge de 20% de plus que l'industriel allemand, uniquement pour des questions de taux de change. Bon. Et ça, c'est à l'évidence l'effet de l'euro. Bon, ça, c'est un premier point. Deuxièmement, l'industrie produit des biens qui sont majoritairement mis au marché au niveau mondial, hein, vendus ou achetés. Moins tu as d'industrie, plus tu es obligé d'acheter. Par contre, les services, eux, sont assez peu mis au marché au niveau mondial. Ils ne sont pas complètement immunisés contre le marché mondial, mais ils sont assez peu mis au marché. Donc, en France, on a, au travers des services, une base qui est très peu concernée par la balance commerciale, mais à cause de notre problème de compétitivité lié à l'euro, on se retrouve avec une situation de compétitivité qui est désastreuse pour l'industrie, mais aussi pour l'agriculture, par exemple. Donc, tout ceci explique, et tu vois d'ailleurs que le moment où commence à s'agrandir notre déficit commercial, c'est 2003-2004. Autrement dit, c'est l'effet un petit peu retardé, parce que normal qu'il y ait ce retard, de la mise en place de l'euro, qui date de 1999. On va en dire un mot sur l'euro. J'en profite d'ailleurs pour vous signaler que Elucide, c'est d'abord un site d'information en ligne sur lequel vous pouvez retrouver chaque semaine, on fait des analyses économiques, donc vous retrouverez évidemment les graphiques que vous avez vus aujourd'hui et pour la plupart des thèmes, il y a un article qui correspond et qui approfondit les thématiques dont on vient de parler, donc en particulier la balance commerciale, puisqu'on vient de faire une analyse dont on mettra le lien en description. Une des caractéristiques du néolibéralisme à la sauce Macron, c'est évidemment mettre l'État au service des entreprises, en particulier sous la forme d'aides publiques. Sur ce graphique, on voit l'évolution du total des aides publiques aux entreprises, qu'elles soient directes ou indirectes ou réduction de charges. On voit qu'elles atteignent à peu près 160 milliards en 2019, à peu près 200 milliards aujourd'hui, avec une explosion depuis que Macron était ministre puis président. Quel regard tu portes sur ce genre d'aides économiques aussi importantes? On se doute qu'il n'y a pas d'argent magique. Alors, est-ce qu'il y a des conséquences à tout ça? Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a des conséquences à tout ça. Mais tu vois, il faut regarder ça de manière un petit peu historique. Nous avons toujours, en particulier depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, aidé directement ou indirectement notre industrie. Mais, par exemple, dans les années 50 et 60, on avait des systèmes qui permettaient un retour d'argent quand l'entreprise aidée atteignait, je dirais, ou dépassait le point zéro, c'est-à-dire le point à partir duquel elle ne fait plus de pertes, mais elle commence à faire des profits. Par exemple, il y avait un système qui était mis en place dans les années 60 qui indiquait que dès qu'une entreprise dépassait un certain seuil, elle devait rendre à l'État
ce qui lui avait été prêté. Bon. Ce système a été abandonné, et ce qui est intéressant sur ce graphique, c'est qu'on voit que les aides publiques aux entreprises explosent littéralement à partir de 2015. C'est quoi? C'est le CICE. Et on voit bien que Le crédit. le crédit investissement, bon, on voit bien que le CICE, qui avait été conçu au départ, les gens qui avaient commencé à parler d'un mécanisme de ce type, ils voulaient trouver un moyen d'équilibrer les effets de l'euro sur l'industrie française. Je sais, j'ai discuté avec ces gens, j'ai même en partie, en 2012-2013, travaillé avec l'équipe qui était avec Montebourg, et on était devant le constat suivant. On a un décalage, à l'époque, de l'ordre de 10 à 12% avec l'Allemagne. Comme on ne peut pas sortir de l'euro, Montebourg était pour, mais vous savez qu'il ne pouvait pas, dans le cadre du gouvernement de François Hollande. Il faut trouver un moyen d'annuler en partie cet avantage. Donc, l'idée d'être public. Et puis, cette idée a été, d'une certaine manière, dévoyée dans des aides qui avantagent essentiellement les grandes entreprises. Et les entreprises à très forte main-d'œuvre, qui ne sont pas nécessairement les entreprises les plus intéressantes. Et donc, on voit, on est actuellement pratiquement à 160 milliards, alors qu'on était en 2012, quand François Hollande est élu, on était à 82-83 milliards. C'est important, parce que ça veut dire que c'est pas tellement Macron, enfin Macron a continué cette politique, mais c'est une politique qui a été mise en place sous François Hollande. Et ça, c'est effectivement l'une des causes essentielles de notre déficit. L'une des causes. L'autre cause, c'est l'explosion des dépenses socialo-fiscales à partir de 2018. Et d'une certaine manière, cette explosion des dépenses socialo-fiscales, elle est nécessaire, entre guillemets, pour que les problèmes d'inégalité en France ne deviennent pas politiquement explosifs. Comme on a des dépenses socialo-fiscales qui commencent à s'envoler à partir de 2019, évidemment on a 2020 avec l'année de la Covid, mais qui vont continuer en 2021, 2022, etc., les dépenses budgétaires strictes, alors mettons de côté le régalien, bon, et encore, on a réduit les dépenses militaires au strict minimum. On ne pourra pas continuer. On sera obligé de reprendre des dépenses importantes. Il reste très peu pour que l'État investisse. Donc ça, c'est un problème majeur. Et donc, un responsable, que ce soit le président, que ce soit le Premier ministre, que ce soit le ministre de l'économie et des finances, il dit « Je n'ai plus de liberté, de degré de liberté au niveau du budget », et on peut être relativement d'accord, même si on peut toujours dire qu'on peut trouver encore des degrés de liberté, mais c'est vrai que le degré de liberté que l'on a au niveau du budget n'est plus celui qu'on avait en 2000 ou en 1990. Bon. Donc, ces investissements publics, ils devront être assurés par le secteur privé. Et donc, la seule manière, c'est de privatiser de plus en plus des choses qui appartenaient avant au secteur public pour que le secteur privé assure une partie de leur développement. Mais d'une manière générale, on a quand même l'impression qu'il y a un discours assez schizophrénique où d'un côté, on nous dit « Oh là là, il faut une rigueur budgétaire, il faut que les gens se serrent la ceinture, etc. etc. » Et puis de l'autre, on a l'impression qu'il y a un problème, on essaie de le résoudre avec de la dette. Ici, on voit sur ce graphique l'évolution de la dette publique par ménage en France, corrigée de l'inflation. Donc on voit qu'elle atteint maintenant 100 000 € par ménage. Et sur ce deuxième graphique, on voit d'où est venue la dette. Quand on regarde les déficits annuels, et en fait, ils sont venus pour la plupart des politiques de droite. Bruno Le Maire va partir avec un joli record de 1 000 milliards de dettes sur les 3 000. Et il en a fait le tiers. Christine Lagarde, 500 milliards.
avec les uns comme les autres, hein, des discours où tous les jours la dette c'est mal. Enfin, on se dit mais je comprends pas en fait comment c'est possible. Quel est le problème qu'entraîne cette forte addiction à la dette publique d'après toi? C'est pas une question d'addiction. Moi, je suis très contre les métaphores de type médical appliquées à l'économie, parce que je pense que on est dans des registres complètement différents. Alors, premièrement, sur la question de la dette par ménage, je reprends le graphique précédent. Il ne faut pas oublier que la France s'est fortement enrichie. Il faudrait comparer ça, par exemple, quand on regarde à ce que c'était la dette en 1920, à l'écart entre le PIB par habitant en 1920 et aujourd'hui. Il ne faut pas simplement le calculer en euros constants. Il faudrait le calculer en pourcentage du PIB. Ça c'est un premier point. Deuxième point, sur les pratiques de dette. Alors, d'abord, évidemment, on a connu des crises. La crise de 2008-2010, et c'est pour ça que Christine Lagarde a été amenée à un moment donné à laisser filer la dette. Ça a eu un effet contracyclique. Ça a empêché que la France connaisse, par exemple, la chute de PIB de l'Allemagne. Donc, ça a été utile. Même chose au moment de la Covid. Il y a eu le quoi qu'il en coûte. Je ne remets pas le quoi qu'il en coûte en cause, même si je pense qu'il aurait pu être fait de manière beaucoup plus intelligente. Après, on revient à cette question. Le budget en France est chargé au niveau des dépenses par des postes qui sont aujourd'hui hors contrôle. La question des aides aux entreprises et une partie des questions sociales, je dis bien une partie, parce qu'il s'agit là de calmer des tensions politiques que l'on n'ose pas affronter ou on n'ose pas s'attaquer aux racines mêmes de ces questions politiques. Donc on a au moins 2 des postes budgétaires sur lesquels on n'a pas de contrôle. De l'autre côté, du côté des recettes, on a d'une certaine manière une limite aux recettes qui vient du fait que les couches les plus riches et les entreprises délocalisent une partie de leurs recettes, ce qui fait qu'elles ne sont plus intégrables dans l'assiette budgétaire globale française. On a, de ce point de vue-là, je dirais, un problème de déficit structurel qui est évident et qui est extrêmement difficile à résoudre. Prenons le cas, par exemple, de la contrainte extérieure et de l'euro. Si on acceptait de sortir de l'euro, donc de dévaluer, il ne faut pas se faire d'illusions non plus, c'est à ça que ça servirait, le fait de sortir de l'euro, de dévaluer massivement pour redonner de la compétitivité aux entreprises françaises, on pourrait écrêter une grosse partie du poste aide aux entreprises. Le ramener, par exemple, au niveau qu'il était, où il était en 2012-2013. Grosso modo, 80 milliards. Donc, ça veut dire qu'on gagnerait l'équivalent de 3% de PIB en dépenses. 3% de PIB, ça nous ramène avec un niveau de déficit public autour de 2%. Faut comprendre ça. C'est-à-dire que le poste aide aux entreprises, qui est d'une certaine manière plus ou moins indispensable, même si ces aides sont mal distribuées, il y a plein de choses à dire là-dessus, mais qui globalement est indispensable tant que nous restons dans le cadre de l'euro, pourrait être fortement réduit si nous sortions de l'euro. Donc, il faut comprendre une chose. Avec l'euro, nous étions placés devant le choix suivant. Soit avoir une croissance économique faible, voire nulle, ce que connaît l'Italie. L'Italie, elle stagne depuis 1999. Grosso modo, elle a 25 ans de stagnation derrière elle. Soit maintenir un taux de croissance plus ou moins équivalent à l'Allemagne, en dépit de la charge
que fait peser l'euro sur notre économie, et on ne peut le faire qu'en aidant les entreprises et en injectant constamment de la dépense publique dans l'économie. Donc oui, ce système ne peut pas durer, mais ce qui ne peut pas durer, c'est le décalage entre notre niveau et le niveau de l'Allemagne imposé par l'euro. Donc c'est ça le problème. Ce n'est pas une question d'addiction. Alors, qu'il y ait un certain nombre de dirigeants politiques qui disent « quand il y a un problème politique, je sors mon chéquier ». Oui, mais ça a toujours existé, ça. Il ne faut pas non plus se raconter des histoires. C'était déjà le cas dans les années 50, c'était déjà le cas dans les années 60, dans les années 70. Bon, ce qui a changé aujourd'hui, c'est que nous avons un tel décalage de compétitivité à cause de la question monétaire, à cause de la question de l'euro, que structurellement, nous ne pouvons pas faire autre chose que de consacrer 160 milliards, autrement dit, environ 6% du PIB, parce que c'est dans ces termes-là qu'il faut raisonner, c'est entre 5 et 6% du PIB à l'aide aux entreprises. Et donc ça, c'est un problème massif et, je dirais, structurel de l'économie française. Mais tu dis que ça ne peut pas durer. Oui, c'est sûr que ça ne va pas durer, mais d'après toi, ça va finir comment, ces histoires de dette? Ça va finir par des problèmes, des défauts, des annulations d'une partie de dette? On peut tout imaginer. On peut vraiment tout imaginer. Hein. Le mieux serait effectivement des annulations de dette, un défaut qui ne dit pas son nom, hein, parce que c'est ça, en réalité, une annulation de dette. Bon, sauf que dans un défaut, l'annulation de dette est unilatérale. Ce qu'on appelle une annulation de dette, c'est quelque chose qui serait négocié au niveau de l'ensemble de l'UE 27, bon, etc. Bon, OK. On peut imaginer qu'on coupe dans les aides aux entreprises, mais là, ça veut dire que l'industrie française va s'écrouler. On peut imaginer qu'on coupe dans les dépenses sociales, mais là, bonjour les problèmes politiques, donc on sera obligé, je ne dis pas que je le souhaite, mais on sera obligé de renforcer l'aspect sécuritaire, ce qui coûte par ailleurs, et d'avoir un régime de plus en plus autoritaire sur cette question. Donc oui, il y a plusieurs solutions à cette situation. Et une augmentation d'impôts massive? On est déjà très haut. On est déjà très haut. Donc, oui, une augmentation d'1 ou 2%. Mais là encore, il faut réfléchir. Admettons qu'on passe, qu'on augmente les impôts stricts. Hein. Je ne parle pas du financement des caisses sociales, mais les impôts stricts, c'est de l'ordre de 45% du PIB. On augmente ça de 2%. Autrement dit, on augmente les recettes de 5%, à peu près. On augmente les recettes de 5%. Ça réduit une partie du déficit annuel, mais ça ne l'annule pas. Ça ne l'annule pas. Et donc, après, on a des problèmes. Comme les recettes fiscales sont essentiellement prélevées sur les classes moyennes et les classes populaires, on dit oui, les pauvres ne payent pas d'impôts. Mais si, ils en payent. Par la TVA, massivement. La taxe sur l'essence, la taxe sur l'énergie, voilà, la taxe sur le fioul, la taxe sur... Bon, donc, à un moment donné, va se poser le problème du consentement à l'impôt. Et ça renvoie à savoir, pourquoi veut-on faire ça? Quel est le modèle économique que l'on vise et quel est l'objectif que l'on vise? Si on explique aux Français, oui, on va augmenter vos impôts, parce qu'on a un projet de restructuration de l'économie qui vise à créer une économie de forte croissance, etc. Bon, les Français peuvent accepter. Mais si on leur dit, l'économie ne va pas bouger, enfin, on va rester dans le cadre actuel, et en plus, on va vous augmenter les impôts, on va dire, non, c'est quoi cette histoire? Donc voilà, on est coincé, quelle que soit la manière dont on aborde la situation.
J'aimerais qu'on en vienne, comme convenu, à parler un peu de l'euro. Ici, sur ce graphique, on a l'indice de production industrielle en Europe, où on voit que pour la France, Espagne, Italie, Allemagne, eh bien, jusqu'en l'an 2000, les indices progressaient tout à fait de la même façon. Et puis, arrive l'euro en l'an 2000 et on voit que, eh bien, brutalement, il n'y a plus que l'Allemagne qui se met à continuer à croître et que les autres pays, la France, stagne et puis baisse un petit peu. Et l'Italie, l'Espagne baissent beaucoup. On voit que les crises actuelles font aussi que l'Allemagne, ça marche moins bien, mais enfin, on voit qu'il s'est vraiment passé quelque chose dans l'an 2000. On en a déjà un peu parlé. Pourquoi ça ne fonctionne pas, l'euro? Parce que moi, je me rappelle bien de Maastricht, on nous avait dit, vous allez voir, l'euro, ça va faire converger les économies, ça va être d'enfer, et on va avoir, c'était à Lisbonne, hein, je crois, en 2000, la stratégie de Lisbonne, on va avoir la zone, il va y avoir la plus forte croissance sur la planète. Bon, le nombre de stupidités qui ont pu être dites sur l'euro, on pourrait en écrire l'équivalent d'une encyclopédie. Bon. Sur le fond, l'euro bloque les parités de change entre les pays. Bon. Or, ces pays ont des structures économiques différentes. Ce qui fait que leur niveau de taux de change, il est fondamentalement lié à la structure économique d'un pays. C'est pour ça qu'aux États-Unis, enfin, entre les États-Unis et l'Europe, voilà, le dollar, c'est 1,10 € pour le moment, et puis voilà, ça ne passe pas 2 € et puis c'est pas 50 centimes. On va dire, oui, mais ces structures économiques peuvent aussi être différentes à l'intérieur d'un pays. Ce qui est vrai. C'est surtout vrai dans les grands pays, mais même dans un pays comme la France, on voit très clairement que l'économie d'une région n'est pas égale à l'économie d'une autre région. Et pourtant, on fonctionne bien avec une monnaie, que ce soit le franc ou l'euro. Hein, oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des transferts de revenus à l'intérieur du pays. Et ça, mon regretté collègue avec qui je me suis beaucoup disputé, mais qui a écrit des choses intéressantes, Daniel Cohen, il l'avait écrit dans un ouvrage qui a été publié dans les années 80, sous la direction de Michel Aglietta, qui s'appelle « L'écu et la vieille dame ». Il a fait un dernier chapitre qui s'appelle « L'histoire du franc lorrain ». Et il avait dit, voilà, la Lorraine est en crise. Si c'était un État indépendant, si c'était l'ancienne Lotharingie, les ducs de Lorraine ont maintenu leur indépendance, la Lorraine est indépendante. Qu'est-ce qu'elle fait face à la crise? Elle dévalue sa monnaie, elle retrouve une compétitivité forte, elle attire des investissements industriels et elle est capable de substituer son industrie en crise par une industrie nouvelle en développement. Ah ben oui, mais la Lorraine fait partie de la France. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des transferts de revenus importants du budget vers les régions en crise. La Lorraine, puis il y a d'autres régions en crise. Bon. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faudrait que l'on ait des transferts considérables, de l'ordre de 5 à 10 fois supérieurs aux transferts actuels, au sein de l'Union européenne. Ça, aucun pays n'en veut. Les Allemands n'en veulent pas, les Français n'en veulent pas, enfin, personne n'en veut. Et donc, faire fonctionner une monnaie unique, quand on n'a pas de transfert, c'est une catastrophe annoncée, d'une certaine manière. Et c'est ça, le problème de l'euro. Si on avait voulu, plus exactement, réellement faire fonctionner l'euro, il aurait fallu inclure des dépenses de transfert entre les États de l'ordre de 15 à 20% du PIB. On s'y refuse. Donc, on ne peut pas faire fonctionner l'euro. C'est aussi simple que ça. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, ça fonctionne uniquement parce qu'on a fait de la dette en France en particulier, en Italie aussi, etc., etc. Mais évidemment, ces systèmes d'endettement vont aussi atteindre un mur, en fait. Tout à fait. On ne fait fonctionner l'euro qu'à travers des pyramides de Ponzi, en réalité. Donc, à un moment donné, on sera confronté à une crise, à un problème majeur. Soit on la résout de manière coordonnée en décrétant des annulations de dette. C'est compliqué par ailleurs, une annulation de dette. Il faut le savoir. Hein. C'est parce qu'il y a le problème des débiteurs. Enfin, bon. Mais, OK, soit il y a un pays qui décide et qui dit unilatéralement
je décide de ne pas reconnaître une partie de ma dette, ça, au sein de l'Union européenne, ça serait une crise majeure, et au sein de la zone euro aussi. Mais par exemple, c'est ce qu'a fait la Russie en 1998. Elle a tout simplement décidé de ne pas reconnaître. Alors, ou l'Argentine un peu après aussi, voilà. oui, ça arrive régulièrement, de toute façon, Bon, les États qui font ça défaut. s'appelle un défaut. Oui. Ça, En France, 1797, le dernier, ça voilà, date un peu, voilà. mais... Bon, mais en fait, ce défaut, quand une partie de la dette est détenue essentiellement par des structures financières, ça peut se faire. Bon. Ou alors, on demande au gouvernement d'imposer à sa population des choix tout à fait dramatiques. C'est ce qu'on appelle une dévaluation interne. Donc, on décide de réduire les salaires de 30 à 40%. Alors, ça marche modérément bien. On a le cas de la Grèce. On dit tout de suite, oui, mais la Grèce, elle s'est sortie de ses problèmes. Financièrement, c'est déjà un peu tangent, mais économiquement, la Grèce n'a pas retrouvé de dynamisme économique depuis ce qu'on lui a fait subir à partir de 2015. Et puis politiquement, cette politique, elle a été mise en place en Allemagne de fin 1930 à 1932. Ça a été l'ensemble des politiques, je dirais, de stabilisation qui ont été tentées en Allemagne et qui ont grosso modo fait exploser le chômage à 30%, avec les conséquences politiques de l'arrivée du parti nazi au pouvoir par la suite. Donc, il faut avoir tout ça en tête pour arriver à comprendre la situation dans laquelle on est. Bon, moi, je l'ai écrit, depuis à peu près 2005-2006, je suis convaincu que l'euro n'a pas d'avenir. Mais cette déduction économique ne correspond pas à la situation politique que nous avons. Et tant que la classe politique européenne considérera que l'euro est un élément indispensable à l'existence de l'Europe, nous allons aller devant des crises ou des solutions qui peuvent être différentes, mais qui toutes ont des aspects assez dramatiques, que ce soit pour la population ou que ce soit pour la vie politique interne des pays. Tu as aussi écrit des ouvrages sur la mondialisation. Est-ce qu'il faudrait sortir de la mondialisation? Est-ce que c'est possible? On va poser la question un petit peu différemment. La mondialisation ne fonctionne plus depuis la crise de 2008-2010. Et c'est un constat qui est d'ailleurs aujourd'hui partagé, y compris par l'économiste en chef du Fonds monétaire international, qui a été avant une économiste importante à la Banque mondiale, Madame Carmen Reinhardt. Elle a fait un discours que je cite assez souvent. Elle a dit « La crise de la Covid a été le dernier clou dans le cercueil de la mondialisation ». Si on dit que c'est le dernier clou, il y en a eu d'autres avant. Hein. Bon. Et on voit qu'en réalité, la mondialisation se bloque au moment de la crise des subprimes. Parce que c'est une crise qui est une crise de la mondialisation en général. Bon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui que l'on est dans cette crise? Ça veut dire, que les grandes institutions économiques qui ont structuré cette mondialisation ne fonctionnent plus. Le FMI, la Banque mondiale, l'OMC. Ça veut dire, qu'est apparu un bloc de nations qui aujourd'hui contestent les règles qui étaient dominantes avant. Ce sont les BRICS, dit BRICS plus depuis le début de cette année. Bon, donc, on est dans un mouvement de fragmentation générale de la mondialisation. Alors, dire qu'il y a ce mouvement de fragmentation, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait plus de chaînes de production internationales ou de chaînes de valeur internationales. Il y en a toujours. Mais on se pose de plus en plus la question, est-ce que ces chaînes incluent des pays avec lesquels on est en conflit
ou des pays avec lesquels on est allié. Et ça donne naissance à tout un nouveau discours autour, alors je vais parler anglais, du reshoring ou de l'allied shoring. Autrement dit, on ramène sur ses côtes, shore, des productions ou on les ramène dans des pays avec lesquels on n'a pas de conflit ouvert. Donc, on n'est plus dans la mondialisation. On est dans une vision de l'insertion des économies nationales dans un ensemble international, c'est une notion très différente, qui obéit à des objectifs de géopolitique et de sécurité. Et donc, aujourd'hui, on a, en théorie, 3 blocs. Un bloc nord-américain, un bloc européen et un bloc afro-asiatique, ou même plus, les BRICS. Et on peut considérer que le bloc nord-américain et le bloc européen vont probablement fusionner dans un seul bloc. Bon. Donc on va retrouver une forme de bipolarisation. Et à partir de là, se pose la question de savoir, quelles sont les règles qui permettront de gérer cette bipolarisation? Et ça, c'est un vrai problème. On ne veut plus des règles occidentales. Disons, il y a une partie du monde, importante d'ailleurs, et on l'a vu au moment des sanctions avec la Russie, les sanctions n'ont été appliquées que par les groupes des pays qui sont liés ou au bloc nord-américain ou au bloc européen. Ce qu'aujourd'hui les Russes notamment appellent l'Occident collectif. Elles n'ont pas été appliquées dans le reste du monde, qui fait à peu près les 2/3 de la population. Bon. Donc, il y a ce problème. Quelles règles? Est-ce que chaque bloc aura ses règles? Et donc, comment arrivera-t-on à avoir une compatibilité relative entre ces deux blocs? Ou est-ce qu'un bloc va finir par imposer ses règles à l'autre bloc? Ça, c'est une vraie question. Même chose au niveau des institutions. Les BRICS ont mis en place à partir de 2012-2016 ce qu'on appelle la nouvelle banque de développement. Et cette nouvelle banque de développement, on se rend compte qu'elle commence à prendre des initiatives, d'ailleurs, qui vont au-delà des BRICS. Il y a des pays qui ne sont pas des BRICS et qui pourtant prennent de l'argent de cette nouvelle banque de développement, mais surtout que cette nouvelle banque de développement constitue une infrastructure financière qui pourrait permettre aux BRICS de commencer à développer une unité de compte au départ suffisante pour faire du commerce à l'intérieur du groupe de pays et qui pourrait s'étendre. Donc on voit bien, il y a l'émergence d'une nouvelle architecture institutionnelle internationale qui se construit en opposition à l'architecture internationale qui a été héritée de Bretton Woods directement ou indirectement. Bon, l'OMC n'est pas né à Bretton Woods, mais l'OMC est issu du GATT, qui lui-même est issu de l'échec du traité de la Havane. Bon, on peut le relier à Bretton Woods. Donc, c'est ça la situation. Et donc, on voit bien, on ne va pas aller d'un coup d'un monde qui était globalisé en 2004-2005 vers un monde où il y a uniquement des États. On va passer par une phase intermédiaire, qui est la constitution de blocs, et de blocs plus ou moins intégrés, avec des relations plus ou moins structurées au sein de ces blocs. Et c'est ça le véritable changement auquel on a assisté. On ne va pas y assister. On a déjà assisté à ce changement depuis 2010-2012. Eh bien, on arrive à la fin de cet entretien. Merci, Jacques. Je vais te poser notre question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon toi, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous? Bien justement, cette question de l'émergence d'un nouvel ordre international, on peut l'appeler une désoccidentalisation du monde. Enfin, on peut trouver des... Mais c'est quelque chose, en particulier en France, dont on a très peu conscience. Le fait que l'hégémonie de l'Europe et du cadre atlantique, c'est-à-dire grosso modo entre la relation entre les États-Unis et l'Europe,
qui a été structurante, puis dominante pour l'histoire mondiale du XVIIIe siècle au début du XXIe, hein, que cette structuration est en train d'éclater. Et non seulement on a un transfert en termes de pôle de croissance vers l'Asie, ça s'est fait il y a déjà une vingtaine d'années, grosso modo, on parle beaucoup de la Chine, mais il faudrait regarder la croissance de l'Inde, il faudrait regarder la croissance de l'Indonésie, il faudrait regarder la croissance des pays Malaisie, Singapour, bon, etc. Donc non seulement on a ça, mais aujourd'hui, on commence à avoir la structuration géopolitique de cette réalité. Or, on prend la presse française, on prend même la presse européenne. Ça devrait être l'une des questions majeures discutées dans la presse. Si la presse faisait réellement son travail, on serait à dire et à alimenter un débat, quelle doit être notre réaction à nous, Européens, qui allons nous retrouver à la périphérie d'un monde après en avoir été le centre. Est-ce que nous pouvons encore inverser ce mouvement? Je n'y crois pas, mais il y a des gens qui peuvent très bien tenir ce discours. Est-ce qu'on peut le modérer? Est-ce qu'on peut arriver à des accommodements raisonnables avec ce changement? Et quelles en seront les conséquences? Bon. Mais non, on continue de raisonner comme si on était toujours le centre du monde. Nous ne le sommes plus. Et ça me semble être un changement absolument majeur. Alors, on peut déjà dire, oui, il était en gestation, par exemple, dans la réunion des non-alliés en 1955 à Bandung. Oui. Mais aujourd'hui, en fait, quel est le premier pays économique au monde? La Chine. Quel est le troisième pays économique au monde? L'Inde. Quel est le quatrième ou le cinquième? La Russie. Donc, oui, il y a un changement géopolitique et économique majeur qui se fait, et il serait grand temps que l'on ouvre les yeux dessus.